au revoir. J'aime bien le au revoir de Giscard, je l'aime trop. Je suis Fab Florent, donc. Ah non, d'abord je vais dire je suis Fab Florent, et après je dirai au revoir, n'importe quoi, Fab, fais-le dans le bon sens. Donc ouais, je suis Fabrice Florent, j'ai 45 ans, je suis papa de 2 filles qui ont 17 et 15 ans, qui sont immenses. Je produis des podcasts d'interviews parce que j'aime faire parler les gens. Et avant ça, j'ai monté un média web qui s'appelle Mademoiselle, qui a été une super aventure. Et aujourd'hui, je suis très heureux de réussir à faire partie en vrai, des quelques podcasteurs en France indépendants qui arrivent à gagner de l'argent et à facturer et à faire fructifier leur business grâce au podcast. Et je me lève tous les matins en y pensant et en me disant putain mec, c'est cool quoi, t'as réussi à faire ça, c'est trop chouette que t'arrives à gagner ta vie grâce à ta passion quoi, qui est de faire parler les gens. Quand même à la base, normalement t'es psy quoi, tu vois. Ou je sais pas, quoi d'autre, mais ouais. On est dans le 20e, c'est ça, je pense, avec Fab Florent, créateur de contenu bien identifié, bien connu, qui a une expérience assez grande. Alors, je vais pas te demander de te présenter parce que c'est pas le genre du podcast, de Podcast Magazine non plus. Je vais te demander, c'est quoi aujourd'hui ta vision de l'industrie du podcast ? J'ai l'impression que c'est une industrie qui est en train de se solidifier et avec des nouveaux acteurs qui arrivent, qui sont hyper intéressants comme tous les influenceurs, les youtubeurs, les youtubeuses, etc., qui amènent beaucoup d'audience sur le média, sur leur podcast, qui vient, j'ai l'impression, un peu changer aussi, on va dire, l'ordre, ou en tout cas l'ordre établi des podcasts natifs historiques, parce qu'ils ont globalement beaucoup d'audience, et surtout que ça vient changer un peu le rapport aux audiences de ce fait sur les marques, que les marques peuvent attendre par rapport à des opérations qu'on peut avoir, ou d'un coup d'un seul, ils ont fait monter le game d'un coup. La question que je me pose, c'est à quel point toutes ces nouvelles oreilles, en fait, qui viennent écouter le podcast, par exemple, de Léna Situation, ou le podcast d'Anna RVR, etc., qui sont plutôt une audience assez jeune, s'intéressent aussi à l'écosystème du podcast d'une manière générale. J'ai l'impression que juste ces oreilles-là viennent écouter le podcast de leur idole préférée, et c'est super. Mais j'ai pas l'impression que pour l'instant, cette génération, en plus, parce que c'est souvent des jeunes, s'intéresse à ce qui se passe autour. Et ça revient un petit peu, pour moi, aux plateformes qui sont très... où en fait, une fois que tu es dans la plateforme, tu es sur Instagram, tu ne peux pas sortir d'Instagram. Ou TikTok, pareil. Là où le podcast est un univers beaucoup plus ouvert. Et j'ai pas l'impression que ça se concrétise, quoi. Donc, voilà, c'est un peu mon avis sur le sujet. Mais c'est hyper intéressant parce que toutes ces personnalités-là qui arrivent donnent aussi une forme d'ouverture. Et pour moi, plus il y a d'oreilles qui viennent écouter, qui viennent découvrir le podcast, mieux c'est, quoi. Donc, c'est trop chouette. Est-ce que tu regardes beaucoup les chiffres ? Ça représente quoi les chiffres pour toi ? Pas tes chiffres, hein, je parle des chiffres. On parlait tout à l'heure là avec Maud Vandurat qui était avec toi de millions d'écoutes. Tu les regardes tous ces chiffres justement de tous ces acteurs du podcast ? Non, pas trop. En fait, je regarde la CPM une fois par mois parce que je trouve ça intéressant de voir un petit peu ce qui se passe. Après, en fait, moi, j'ai un peu l'impression que je suis tout seul dans mon coin, que je fais mes podcasts genre tout seul ou presque, et que de ce fait-là, je suis pas en compétition avec toutes ces énormes boîtes de prod qui font des centaines de milliers d'écoutes. D'un autre côté, je fais aussi des centaines de milliers d'écoutes, donc c'est cool, quoi. Tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir à rougir par rapport à ça. Ça m'intéresse juste de savoir un peu où je me situe. Est-ce que le marché est en train de monter et moi je suis en train de stagner ? Mais globalement, j'y vais une fois par mois parce que je suis abonné à la CPM et que je reçois le mail, quoi. Sinon, je crois pas que j'irai, quoi. Toi, t'es pas référencé à la CPM pour avoir tes chiffres, si ? Ouais, si. Ouais. Donc tu payes tous les ans ou tous les mois ? Tous les ans. Voilà, en fonction de ton audience. Et toi, ça te sert pour tes annonceurs ou alors tu t'en sers simplement pour de la visibilité ?
Pour de la visibilité, je crois, plutôt. Pour les annonceurs, de toute façon, les chiffres d'Acast fonctionnent bien. Ils sont à peu près d'équerre avec ce que la CPM propose, donc ça me convient, quoi. Alors moi, je t'ai découvert un peu par hasard en écoutant un podcast où tu devais intervenir. Et puis je suis allé sur ton site et j'ai vu en fait, et ce qui m'a interpellé, c'est le fait que tu officiellement recherchais de l'argent, des sponsors. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant d'avoir ta vision, parce que c'est pas une vision que tout le monde affiche, forcément, d'aller chercher de l'argent. C'est des choses qui ont évolué aussi, parce que ça fait longtemps que tu fais du podcast. La monétisation, ça représente quoi comme évolution depuis que tu as démarré, et maintenant, où est-ce que tu en es? Alors, en gros, la première année, j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui était plutôt cool pour moi tout seul. La deuxième année, j'ai eu un peu un trou, mais qui me concerne moi, parce que je me suis pas vraiment intéressé à l'argent. Et je sais qu'aujourd'hui, en fait, je travaille avec la régie d'Acas, qui travaille super bien, avec qui on travaille super bien et tout. Mais je sais aussi qu'il faut que j'aille chercher par moi-même des OP pour que j'arrive à peu près à ce chiffre-là. Et donc l'année passée, pendant les 6 premiers mois, mais ça c'est un peu mon problème avec l'argent, je me suis pas trop occupé de l'argent et je suis pas trop allé démarcher commercialement, si bien que je me suis réveillé en juin où j'avais un chiffre d'affaires catastrophique. À la fin de l'année dernière, 2022, j'ai quand même réussi à faire 93 000 euros de chiffre, donc j'ai plutôt bien rattrapé. Mais j'ai publié beaucoup plus de podcasts, donc en vrai, je sais qu'il y avait un trou. Et là, cette année, depuis que j'ai décidé de m'en occuper, je vais pas me jinxer, je vais pas te sortir les chiffres, mais en tout cas, ça marche plutôt bien. Je suis content. Aujourd'hui, ta structure, c'est quoi? C'est auto-entreprise, ou alors tu as une SARL? Comment tu t'es structuré pour justement arriver à facturer tout ce qu'il fallait? J'ai une SASU, voilà. Classique. J'ai une SAS, mais comme je suis le seul associé, c'est une SASU. Aujourd'hui, c'est quoi la vie de Fab Laurent? Oh là là, ma vie, tu veux dire au quotidien? Ouais, ta vie, en fait, comment tu organises? Parce que tu fais quand même beaucoup de podcasts, on en parlera tout à l'heure, mais il y a beaucoup de contenu. À quoi ça ressemble, ta vie? C'est comme la vie au bureau, sauf que toi, tu bosses chez toi, t'as pas de bureau fixe, donc tu fais tes propres horaires, et puis tu fais tes contenus par rapport à un planning que tu t'imposes toi-même? Bah, en fait, pendant 15 ans, j'ai eu ma boîte, un média web que j'ai lancé en 2005, qui s'appelait mademoiselle.com, dans lequel j'avais des salariés, etc. Donc je m'astreignais à une vraie vie de bureau. Là où aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un peu tout ça de côté et de revenir à une vie un peu plus tranquille, où je travaille avec... j'ai une alternante, en fait, avec qui je travaille, avec qui on travaille en télétravail, qui vient une fois par semaine chez moi, ou alors on se retrouve à un endroit pour venir bosser. C'est un peu YOLO, mais en même temps, ça marche. J'ai dépensé beaucoup trop d'argent pendant mes années Mademoiselle en loyer de bureau parisien, etc. Et ça ne m'intéresse plus. D'autant plus que je reçois les gens généralement chez moi, ils sont dans le canapé là dans lequel t'es. Je sais aussi ça participe aussi au fait que mes interviews fonctionnent bien, qu'il y ait un peu cet aspect un peu cocon. Mais ouais, ma vie aujourd'hui, je fais entre, on va dire, 1 et 2 interviews par jour. Il y a des semaines où j'en fais pas du tout parce que j'ai un peu d'avance et je fais d'autres choses, et de ce fait-là, je rogne, on va dire, sur mon avance d'interviews déjà faites. Mais c'est des moments, ces interviews-là, qui sont des vrais moments de plaisir pour moi. C'est des moments où je suis pleinement dans ce que je fais et j'adore ce que je fais. Donc c'est pas vraiment du travail. Et c'est pour ça en fait que je me permets en fait de faire autant de podcasts. C'est que je vois pas vraiment ça comme du boulot, et surtout par rapport au rythme que j'avais, où j'avais mes 30 salariés avant. Je vais pas dire que c'est facile, mais c'est quand même vachement moins éprouvant. À la fois pour la tête, pour le corps et pour tout le reste, quoi. En termes de stress et tout, c'est vachement plus chill. Tu comptes continuer tout le temps? Tant que le marché pub continue à pouvoir me permettre de pouvoir monétiser mes podcasts, en fait, parce que c'est vraiment un format que j'adore. Je me vois très bien en train de résister par rapport à la vidéo, parce que c'est vraiment un truc qui
qui me saoule un peu. J'ai créé le podcast pour être justement dans un format léger, d'avoir juste là comme tu vois, par exemple, t'es encore pire que moi, t'as vraiment un micro et c'est tout. Là, moi, aujourd'hui, j'ai un micro, deux micros, deux casques, un enregistreur et c'est très très bien, quoi. C'est dur. Et j'ai pas besoin de plus. Et si tu veux, je sais pertinemment que de venir mettre de la vidéo dans ce process-là, ça vient alourdir tout de suite énormément le truc. Donc j'hésite encore un peu aujourd'hui à me lancer dans de la prod vidéo. C'est ce que j'ai fait pendant des années chez Mademoiselle, où je faisais des interviews uniquement en vidéo pour le coup. Mais on avait un petit studio, on avait des loupiottes, on avait tout ce qu'il fallait. Et moi, je préfère largement être assis comme ça. Les gens, ils se posent n'importe comment. Voilà, là, tu vois, je suis installé n'importe comment. Je pourrais pas être comme ça en vidéo parce que ça ressemble à rien, quoi. Donc, ouais, il y a un peu cette volonté-là aussi de revenir à un truc down, quoi. Je sais pas du tout si je comprends ta question. Si, quel recul tu as sur la création de contenu en général depuis que avec toute l'expérience que tu as accumulée entre les influenceurs, entre ces contenus maintenant qui sont quand même beaucoup plus ciblés en audio, certains qui font un peu de tout, qui sont un peu partout. Quel recul tu as, toi, sur tout ça? Donc on le voit, tu vas à l'essence, tu simplifies la gestion, mais tous les autres qui essayent d'aller partout, tu penses quoi de tout ça? Bah, je trouve que c'est une bonne idée. Si tu as envie d'aller partout, va partout, quoi. Moi, je sais pertinemment que j'ai pas forcément vocation à aller partout, que j'ai pas forcément envie d'aller partout. Et surtout, c'est surtout ça le truc, c'est que est-ce que j'ai vraiment envie d'aller partout? Parfois, je teste. Tu vois, je fais des petits réels que je mets sur Instagram, je vois comment ça marche. Parfois, ça cartonne et parfois, ça marche pas du tout. Et donc, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de me remettre entre les mains d'un algorithme que je maîtrise pas? Pas tant en fait, et donc je préfère mettre tous mes œufs dans ce panier qui s'appelle le podcast. Et en même temps, je mets pas tous mes œufs. Mes podcasts, ils sont diffusés sur YouTube. Là, je vais me relancer à la rentrée, où je vais me lancer je vais me remettre au stream sur Twitch, qui va me faire du contenu aussi pour mes podcasts, parce que je vais faire en sorte de reprendre le flux audio et de le remettre dans mes podcasts. Donc moi, j'ai plutôt envie de dire, si tu es un créateur de contenu et que tu sais pas trop où aller, bah va là où tu as envie d'aller et commence pas à te prendre la tête sur non mais c'est à tout prix ça qu'il faut faire, etc. Je vois des créateurs qui cartonnent sur TikTok, bah tant mieux pour eux en fait, mais moi j'ai aucune envie de passer du temps sur cette plateforme, ça m'intéresse pas. Et je dis ça, et peut-être que dans 6 mois je vais lancer un format spécial pour TikTok, j'en sais foutre rien, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, on en vient maintenant un peu à la communauté, aux réseaux sociaux. Je suis allé faire un petit tour pour voir un peu sur ton site web, et puis les mises à jour que tu publies, et puis les réseaux sociaux pour aller voir. Insta, donc au jour d'aujourd'hui, donc 17 000 followers, YouTube 20 000, Discord 1,45, Twitch 2,5, Twitter 15,1, LinkedIn 7, Facebook 3,3. Et puis, un Patreon que tu as lancé il n'y a pas longtemps, avec la possibilité aussi où là, tu as 56 contributions qui sont quand même déjà une petite manne régulière. La gestion de ta communauté, tu fais comment? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu sais qui ils sont? Est-ce que tu y fais attention? Est-ce que tu essayes de justement les fédérer, les rassembler, ou c'est compliqué? Moi aujourd'hui je préfère les rassembler sur Discord parce que j'avais lancé un forum au tout début quand je me suis relancé à mon nom, et ça n'a jamais vraiment pris parce qu'en fait les forums c'est dur à mettre en place. En revanche, le Discord prend bien et il se passe vraiment plein de choses dessus, et c'est une plateforme qui est en dehors de toutes les considérations algorithmiques, etc., quoi. Donc les gens viennent s'ils ont envie de venir. Je sais qu'il y en a plein qui lisent sans jamais intervenir, comme toujours, sur toutes les plateformes. Mais c'est plutôt aujourd'hui le centre un peu névralgique de ma commu, le Discord, où ça m'arrive, tu vois, de récupérer des gens aussi qui viennent de mon Discord et qui finissent dans mon podcast. Là, demain, à l'heure où on est en train d'enregistrer, j'ai
j'ai une maman qui est venue avec son fiston de 18 ans pour venir parler de leur histoire de daronne, tu vois, et enfin de leur rapport, de leur relation en tant que mère-fils, pardon. Et ça vient typiquement de mon Discord parce que j'ai vu une discussion passer et que j'ai proposé donc à cette fille qui s'appelle Delphine, mais tu veux pas venir avec ton fiston? Et en fait, elle est venue, quoi. Donc ça, c'est trop canon. Et ouais, enfin, l'aspect communautaire pour moi est vraiment essentiel sur Internet. C'est l'un des trucs qui me chagrine un peu avec le podcast, c'est que justement cet aspect de plateforme ouverte empêche d'avoir un endroit comme sur YouTube où il y a tous les commentaires. Et j'essaie de mettre ça en place sur Discord, quoi, qui est en fait, venez commenter mes podcasts sur Discord. À chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, il y a un fil, etc., quoi. Par contre, t'as pas les coordonnées de ces gens-là, en fait. Si tu veux les contacter, t'as une newsletter, c'est ça? Ouais, j'ai une newsletter où il y a 4000 abonnés, mais c'est pas... en fait, je me rends compte que je l'utilise pas assez, et ça fait partie des trucs où je me dis, peut-être en septembre, va falloir te remettre à écrire un peu plus sérieusement et un peu plus régulièrement. Je l'ai un peu fait au début où j'avais vendu Mademoiselle et que je me lançais dans mon business, où je tenais un peu au courant ma commu de comment je m'en sortais, de où j'allais, etc. Et là maintenant où je suis un peu plus lancé, je ressens moins le besoin de venir partager. Mais bon, c'est pareil, en fait, je m'autorise à peut-être le faire quand ça me reviendra, quoi. Tu vois, je crois qu'il faut... L'un des trucs que j'ai appris aussi, c'est de venir me foutre la paix et que quand il y a des trucs que j'ai pas envie de faire, je le fais pas et c'est ok, ça, c'est pas si grave. Est-ce que c'est un peu ça qu'on peut conseiller quand même à celui qui se lance dans cette industrie du podcast, c'est de faire les choses qu'on a vraiment envie de faire au fond, parce que se forcer, ça sert à rien? Ouais, de faire les choses que tu as envie de faire et surtout de bosser. C'est-à-dire que pour moi, il peut y avoir un peu de la poudre aux yeux par rapport à tous les podcasteurs qui ont réussi, etc. Moi, j'ai commencé ce podcast qui a été lancé grâce à Mademoiselle à l'époque, parce qu'on a eu un article sur l'histoire de Daron. Et en fait, ça a aidé le podcast à se lancer. Et si j'en suis à ce niveau d'expérience aussi, c'est parce qu'avant ça, j'ai bossé pendant 15 ans en tant qu'entrepreneur à la tête de mon média web. Il y a plein de podcasteurs qui n'ont pas du tout cette expérience-là de patron de médias et qui ont une toute autre vision du podcast et qui... en fait, moi vraiment, c'est juste bosser, quoi. Ne croyez pas les gens qui viennent vous dire que vous allez gagner votre vie et que vous allez gagner plein d'argent grâce au podcast du jour au lendemain. C'est faux. Il faut taffer dur, il faut taffer longtemps. Et aujourd'hui, moi, si je récolte ces fruits-là, c'est aussi avant tout parce que j'ai taffé pendant 15 ans avant, quoi. Même plus 20 ans sur Internet, tu te rends compte? T'as lancé une formation récemment. Ça, c'est aussi un éventuel vecteur de business? Ouais, carrément. Mais tu vois, pour l'instant, là, je l'ai lancé à petite échelle sur ma commu. L'un des trucs auxquels je vais m'atteler, je sais pas trop, cet été ou à la rentrée, c'est comment je fais pour me lancer dans une campagne de pub, etc., et de le faire connaître à d'autres gens que juste les personnes qui me suivent, pour essayer de faire grossir un peu le truc. Après, en fait, là, pour l'instant, j'en ai vendu un certain nombre, ça me convient très bien. Surtout pour moi, l'important, c'était de créer ce truc, tu vois, et de me dire, ok, ça fait 15 ans que je fais ce métier, des interviews et tout, je vais le poser là, et en fait, c'est là, comme ça, les gens qui s'intéressent et qui veulent savoir un petit peu ce que je fais, et comment je le fais, ils peuvent se payer la formation, quoi. Au niveau monétisation, donc c'est Acast qui gère, mais c'est pas en exclusif, c'est ça? Il t'apporte en fait ce qu'il t'apporte, et toi, tu gères derrière ce que tu veux. C'est ça, c'est que Acast me demande juste l'exclusivité sur ses concurrents, ce que je comprends très bien. En revanche, j'ai le droit de rentrer, moi, des OP en mon nom en direct. Sur ses concurrents, c'est-à-dire? D'autres régies publicitaires qui feraient pareil, quoi. Tu vois, qui vendraient de l'audio. Et ça, oui, bien sûr, il faut... En plus, c'est pas un truc que je recommande. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs régies concurrentes qui vous représentent, globalement, ils vont se tirer la bourre et ça n'amène jamais rien de bon. En revanche, d'avoir la possibilité de pouvoir convertir des appels entrants de mon côté ou des gens que j'irai démarcher, ça, c'est un truc auquel je tiens et qui est hyper important parce que Acast ne vend pas, hélas, 100% de mon inventaire, quoi. Dans les interviews, je fais toujours un peu un quiz
Un quiz de fin, avant de demander de te présenter, puisque tu t'es pas encore présenté. Je demande un peu ma relation avec un podcast, puisque tu es un auditeur de podcast. Donc tu peux répondre soit par un podcast en particulier, pour chaque réponse, ou le même podcast après, mais tu vas voir. Donc c'est ma relation avec un podcast, ma relation amoureuse avec un podcast. Ta première fois avec un podcast? Waouh, ma première fois avec un podcast. En fait, moi j'ai en tête le donjon de Naheulbeuk, donc il y a vraiment très longtemps. C'était pas vraiment un podcast en tant que tel, c'était une fiction de fantasy qui circulait sur des forums et qui était une fiction audio qui circulait sous forme de MP3. Et pour moi, c'est là où j'ai découvert, mais c'était il y a longtemps, hein, c'était 2002-2003, un truc comme ça. À l'époque, c'est là où j'ai découvert vraiment le format audio et le format MP3 qui pouvait être autre chose que de la musique qu'on piratait sur Internet, quoi. Donc ouais, mais c'était un bail. Ce qui t'a séduit chez lui, alors pas forcément ce podcast-là, ça peut être un autre podcast, hein, mais qu'est-ce qui te séduit dans le podcast ou dans l'audio, comme tu l'as dit, en MP3 en général? Bah, pour moi, il y a un truc déjà très sensuel d'être dans les oreilles des gens et d'être même dans les oreilles des gens avec des écouteurs qui ont des écouteurs parfois intra-auriculaires, etc. Donc il y a un truc un peu où tu es vraiment dans leur tête. Et je sais que moi, c'est un truc qui, en tant qu'auditeur, me fait vachement de bien. C'est que j'ai vraiment l'impression d'être au plus près des gens. Et c'est pour ça que j'adore en fait les formats d'interviews intimistes. C'est que j'ai parfois la sensation, quand je me retrouve moi en tant qu'auditeur dans des formats d'interview un peu équivalents, que je suis un peu une petite souris dans la pièce et que je suis, ou alors carrément attablé avec les gens. Et ça, c'est cool. C'est quoi les 3 qualités que tu donnerais à un podcast, à un bon podcast? Un bon son, pour commencer, et un très bon son, pas pour rire. Soignez votre son, les gars. Vraiment, c'est dramatique d'avoir un son approximatif. Pour moi, il y a un aspect de proximité aussi et d'intime, comme on parlait tout à l'heure. Et un aspect, je déteste ce mot parce qu'il est un peu dévoyé, mais authentique. C'est-à-dire où les gens sont pas en train de jouer des rôles, quoi. On est juste qui on est, quoi. Ouais, incarnation, quoi. Qu'est-ce qui te fait quitter un podcast? Un pas bon son. Des interviews avec des monologues insupportables. Et souvent les interviews où j'ai l'impression que l'intervieweur est en train de suivre une liste de questions, qui est un truc vraiment que je déteste, plutôt que d'être dans la conversation, quoi. C'est vraiment un truc qui me chagrine grandement, quoi. Ta journée sonore, tu commences à quelle heure l'audio? Tu écoutes quoi? Où? Tu vois, tu me décris ta journée en audio, même si c'est de la musique, et avec quoi tu écoutes? Quel matériel, quel équipement? Bah là, j'ai une petite enceinte Sonos dans laquelle je commence la journée tous les jours, avec de la musique. J'adore mes playlists découvertes de la semaine là, sur Spotify. Je trouve ça assez génial. Elle est mise à jour toute la semaine, et donc toutes les semaines, j'ai une nouvelle playlist avec laquelle je vis. Et je trouve ça hyper bien. Quand il y a des morceaux qui m'intéressent vraiment, je les prends et je les mets dans mes titres aimés. Comme ça m'arrive parfois de me dire, ok, je vais réécouter ce titre-là en particulier. Donc ça, c'est le matin. À quelle heure? Tu peux me donner les horaires? Bah, je me lève... en fait, ça dépend un peu. L'été, je me lève plus tôt parce que je me réveille avec le soleil, donc 6h, 6h30. Et l'hiver, un peu plus tard, 8h, 8h30. Mais souvent, je démarre la journée tranquillement. En tout cas, par rapport à ma vie d'avant, très tranquillement. Et donc, ouais, je mets de la musique dans le salon. Ça, c'est vraiment le premier truc que je fais. Après, globalement... j'écoute des podcasts quand je me balade. Et en fait, je ne fais quasiment aucun trajet en métro à Paris. J'ai cette chance d'avoir du temps et de pouvoir profiter de mon temps justement pour me balader. Donc je prends toujours une demi-heure, 3/4 d'heure, parfois 1 heure avant un rendez-vous pour aller me balader, pour y aller à pied. Et donc souvent j'ai des AirPods, ou alors tu vois, j'ai ces casques là, les Sony là, qui sont réducteurs de bruit là, parce que
marcher dans Paris, c'est super, mais parfois c'est insupportable en termes de nuisances sonores. Et ça dépend un peu de ce avec quoi j'ai envie d'aller. Si j'ai envie d'une réduction de bruit un peu plus light, j'y vais avec mes AirPods. Sinon, je prends mes trucs un peu plus qui me foutent vraiment dans une bulle, quoi. Sinon, c'est marrant parce que souvent je fais une sieste très rapide, genre de 20 minutes entre midi et 2. Et là, j'ai une musique très précise qui vient de mon appli de méditation qui permet de m'endormir. Et en fait, Qui s'appelle ? Ça s'appelle Eclipse. Enfin, vraiment, ça te parlera pas, mais c'est juste. Mais c'est une appli qui s'appelle. L'appli s'appelle Calm. C'est une appli en anglais. Et dans cette appli, il y a des musiques pour s'endormir. Il y a une musique en particulier qui marche à 100% sur moi. Déjà, j'ai ce super pouvoir de pouvoir dormir à peu près n'importe où. Mais si je mets cette musique, je m'endors en l'espace de 30 secondes. Donc ouais, j'ai cette musique aussi qui me berce. Quelle appli tu utilises pour écouter des podcasts ? Alors Spotify, t'as dit ça, c'est pour la musique. Pour les podcasts, c'est Spotify aussi ou ? Écoute, j'ai été pendant longtemps un utilisateur de Pocket Cast. Que je trouve pour moi la meilleure appli. C'était à l'époque où j'écoutais beaucoup plus de podcasts. Aujourd'hui, j'en écoute un peu moins. Et donc, de ce fait, je passe plutôt par Spotify et parfois par Apple Podcasts. En fait, ça dépend vraiment du mood dans lequel je suis. Je sais pas, c'est assez bizarre. Mais aujourd'hui, mes podcasts suivis, ils sont plutôt sur Spotify. Ton matos de production, le micro que tu préfères, le casque, le logiciel pour monter ? Bon, moi, je monte avec Final Cut. Donc, Ah oui, j'ai entendu ça, c'est énorme quand même. Final Cut. Ouais, c'est un logiciel de montage vidéo. Mais parce qu'en fait, j'ai appris à monter de la vidéo d'abord avant d'apprendre à monter de l'audio. Et en vrai, si tu sais monter de la vidéo, tu sais monter de l'audio. Donc, je suis jamais parti de Final Cut. J'ai quelques filtres qui marchent bien, tu vois, et qui fonctionnent et qui permettent de mixer un peu d'audio. C'est sympa. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus, hein, en vrai. Désolé, mais en fait, à la fin, les gens, ils écoutent quand même les podcasts dans un autoradio ou dans des écouteurs de mauvaise qualité parfois, tu vois. Donc, je me dis, il n'y a pas besoin de faire un truc ultra broadcast. Après, j'enregistre avec un Zoom H6. J'ai un filtre pour booster le son. Et puis j'ai 2 micros Shure SM58 là, et puis j'ai mes 2 casques, je sais même pas, c'est des Sony qui sont super bien parce qu'ils isolent bien, voilà. Hébergeur ? Acast, bien sûr, de mon cœur. Je les adore. Et un podcast qu'on écoutera encore dans 20 ans ? Oh! Écoute, j'ai envie de citer mon propre podcast que j'adore, qui s'appelle Histoire d'argent, sur lequel je bosse depuis 1 an et demi, où je fais parler des gens de leur relation à l'argent. Et pour moi, il y a tellement de choses à détricoter sur l'argent que j'espère qu'on l'écoutera encore dans 20 ans, parce qu'on se refile tellement de patates chaudes de génération en génération en ce qui concerne l'argent, que j'espère que les générations futures pourront l'écouter et décrypter un petit peu ce que leurs darons et leurs daronnes leur ont refilé comme casserole dans les années précédentes, quoi, dans leur enfance. On va finir avec quelques chiffres clés avant que tu te présentes. 8 podcasts, 5 interviews, 3 thématiques, c'est ça ? Bah, si tu le dis, je te crois. Hein. T'en as d'autres que tu vas lancer ou il y a un moment où tu peux plus en rajouter ? C'est un peu mon problème, c'est que j'aimerais bien en lancer tous les jours, quoi, tu vois. C'est que si ça ne tenait qu'à moi, j'en aurais 18, quoi, tu vois. Et en fait, dès qu'il y a un sujet qui me passionne, j'ai envie d'en faire un podcast parce que je me rends compte à quel point il y a des choses à raconter. Mais j'essaie d'être sérieux et de faire attention à déjà creuser le sillon que j'ai entamé et que j'ai démarré, et de le creuser un peu plus profondément avant de me lancer dans d'autres projets, quoi. C'est pas facile pour moi. Projet de livre ? Ouais, j'ai un projet de bouquin, mais je vais pas en parler. Sur la paternité, voilà.